et ce à cause d'une seule chose, la mauvaise qualité des jeux. Et ouais, à l'époque, le jeu vidéo est vu un peu comme le nouveau domaine permettant de faire plein d'argent rapidement. Des centaines de studios de jeux sont créés par des personnes n'y connaissant rien, aveuglées par leur cupidité, n'ayant donc aucune compétence dans le domaine. La plupart des studios vont se contenter de juste recopier les jeux ayant eu du succès, et en plus, ils vont mal le faire. Ce qui faisait qu'à l'époque, quand t'achetais un jeu, t'avais 90% de chance d'acheter une pâle copie en pensant que tu jouais à l'original. Et ouais, car à l'époque, il n'y avait pas internet et tout pour vérifier ce que t'achetais. Et c'est à cause de ça que les gens ont perdu confiance en les jeux vidéo. Mais pendant ce temps-là, la même année, Nintendo sort sa propre console de salon au Japon, la Famicom, abandonnant ainsi les jeux d'arcade qui les avaient fait connaître, notamment avec Donkey Kong ou encore Mario Bros. Et contre toute attente, elle connaît un énorme succès, relançant à elle seule le marché du jeu vidéo dans le pays, et ce grâce à des excellents titres comme Duck Hunt, Ice Climber ou encore Excite Bike, un jeu de course de moto qui a réussi à mettre en place un scrolling horizontal très fluide et naturel qui avait beaucoup impressionné à l'époque. Et c'est suite à ce succès que Nintendo décide de lancer en début d'année 1985 la Famicom aux États-Unis sous un autre nom, la Nintendo Entertainment System ou NES. Mais malgré un très bon début, les ventes de la console s'essoufflent vite car tout le monde en a marre du jeu vidéo là-bas. Mais pendant ce temps-là au Japon, la console continue de se vendre très bien et Nintendo prépare même une extension pour celle-ci, le Famicom Disk System, qui va abandonner le port cartouche pour utiliser à la place des disquettes permettant de stocker plus de données ainsi que d'effectuer des sauvegardes. Car ouais, à l'époque, il n'y avait aucun jeu qui permettait de sauvegarder. Mais avant de passer sous ce nouveau format, Nintendo va faire un dernier jeu, utilisant toute la puissance et toutes les technologies qu'ils ont développées avec le support cartouche, afin de sortir le jeu Famicom ultime. Et ouais, à l'époque ils pensaient que ça serait leur dernier jeu sur support cartouche, mais au final le Famicom Disk System sera un échec, et ils l'abandonneront donc. C'est donc en fin d'année 1984 que démarre le développement de ce jeu ultime, et ce jeu ça sera Super Mario Bros. C'est Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka qui seront en charge de ce projet. Et ils veulent faire un jeu mélangeant le côté plateforme de Mario Bros, le côté course et scrolling horizontal de Excite Bike, ainsi que le côté complétion de niveau avec des combats de boss de Kung Fu Master. Miyamoto s'occupa donc de trouver les idées, et Tezuka lui s'occupa de convertir les idées de Miyamoto en éléments de game design, afin d'avoir de la cohérence entre eux. Et ce que voulait Miyamoto, c'était que le joueur puisse marcher, courir et sauter en gérant sa vitesse ainsi que sa hauteur de saut tout seul. Il voulait aussi que le scrolling suive le joueur automatiquement en s'adaptant à sa vitesse, ce qui n'était pas du tout le cas des jeux de plateforme à l'époque, où le joueur et la caméra bougeaient à une vitesse constante. Au début du développement, le joueur était simplement représenté par un rectangle rouge pour pouvoir simplifier les choses. Mais pour Miyamoto, c'était une évidence que le personnage contrôlé par le joueur serait Mario, car après le jeu d'arcade sorti en 1983, Miyamoto a commencé à mettre Mario un peu partout en tant que personnage secondaire dans les différents jeux qu'il concevait, comme dans Pinball ou Punch-Out. Miyamoto adore Mario. Il le choisit aussi car il est très facile à dessiner et à représenter en jeu, notamment grâce à sa casquette qui évite de devoir dessiner des cheveux, ainsi que sa moustache qui permet de ne pas représenter la bouche. Et pendant le développement du jeu, l'équipe avait conçu un sprite de Mario de taille réduite, afin d'alléger la charge de calcul de la console. Il était donc prévu de le remettre à sa taille de base pour la version finale. Mais lors des phases de test du jeu, l'équipe s'est dit que ça serait une bonne idée d'intégrer ce petit Mario dans le
ses ennemis, c'est qu'ils amènent des expériences de jeu différentes, avec plein de moyens de les appréhender. Mais pour trouver le boss de fin de chaque monde, qui serait donc aussi l'antagoniste principal du jeu, Miyamoto a d'abord beaucoup tâtonné. Il passa du temps à imaginer un design convaincant, mais sans succès, jusqu'à ce qu'il s'inspire du roi bœuf du film Alakazam, le petit Hercule, sorti 25 ans plus tôt, en 1960. En s'aidant de lui, il va concevoir une sorte de taureau monstrueux, mais c'est finalement Tezuka qui lui suggère que la créature ressemble davantage à une tortue plutôt qu'à un taureau, ce qui les amènera à transformer le personnage en roi des Koopas, donnant ainsi naissance à Bowser. La mécanique de saut sur les ennemis servant à les tuer vient du fait que dans Mario Bros, pour éliminer les Koopas, il faut les taper par le bas en cognant la plateforme sur laquelle ils se trouvent. Mais l'équipe de développement trouvait ça un peu frustrant car l'espace de saut était assez restreinte, et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'ajouter cette façon de les tuer en leur sautant dessus, ce qui ne fonctionnait pas dans Mario Bros sur bande d'arcade. Une autre chose que Miyamoto voulait absolument voir dans le jeu, c'était de la musique. À cette époque, les jeux n'avaient soit pas de musique, ou alors une musique très courte, car les développeurs s'en fichaient un peu. Ça prenait beaucoup de temps à faire, et surtout ça prenait de la place dans la mémoire du jeu. Mais Miyamoto a insisté pour avoir quelqu'un de 100% dédié à ça, et c'est comme ça que le mythique Koji Kondo a rejoint Nintendo. Il composera les musiques de Super Mario Bros. Après en avoir fait quelques-unes pour des autres jeux. Et Koji Kondo avait compris quelque chose sur les musiques de jeu. Elles sont là pour accompagner le gameplay. Il composera donc des musiques se basant sur le rythme de Mario, avec un tempo plus lent lorsque le joueur est sous l'eau, et un tempo plus rapide lorsque le joueur utilise par exemple le power-up de l'étoile, un power-up rendant Mario invincible, forçant indirectement le joueur à adapter sa vitesse à la musique. Le but de Nintendo lors de la création de ce jeu, c'était que tout soit simple et compréhensible par n'importe qui. Mais ce que Miyamoto et Tezuka voulaient, c'était d'avoir des niveaux s'adaptant aux différents types de joueurs. Les joueurs débutants qui iront plus lentement et avanceront à tâtons, et les joueurs plus aguerris qui eux iront plus vite. Ils vont donc designer des niveaux avec différents chemins à emprunter, la plupart du temps un chemin facile mais lent, ainsi qu'un chemin difficile mais plus rapide. Et Tezuka va jouer un grand rôle dans tout ça, étant donné qu'avant de rentrer chez Nintendo, il ne connaissait pas du tout le monde du jeu vidéo. Ses retours étaient donc très utiles afin d'avoir l'avis d'un joueur novice. Et c'est ça qui a fait que Super Mario Bros fut un jeu très accessible comparé aux autres jeux de son époque, qui étaient souvent extrêmement compliqués. Et c'est après 9 mois de développement, ce qui était considérable pour l'époque où la majorité des jeux étaient bouclés en 3 à 6 mois, que Super Mario Bros voit le jour. Le projet avait même bénéficié de quelques semaines supplémentaires accordées par le président de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, convaincu que l'équipe tenait là un jeu exceptionnel. Le jeu sort finalement le 13 septembre 1985 au Japon, et c'est un véritable carton. Nintendo espérait en vendre 1 million d'exemplaires, mais ce sont plus de 6 millions de copies qui s'écouleront en seulement quelques mois. Le jeu est rapidement traduit et adapté pour le marché américain, où il rencontre à nouveau un succès phénoménal, malgré le fait que les joueurs avaient perdu foi dans le jeu vidéo. Mais c'est grâce au bouche à oreille qu'il atteindra ce succès jamais vu, ce qui fera même remonter le marché du jeu vidéo. Les magasins qui ne vendaient plus de jeux commencent à en recommander par milliers. À lui tout seul, Super Mario Bros va redonner vie au monde du
selon la durée de pression sur le bouton A. Et les derniers tuyaux, eux, vont nous indiquer la hauteur de saut maximale qu'on peut faire, due à leur hauteur parfaite. Un peu après, on se retrouve devant le premier gouffre du jeu, faisant 2 blocs de large. Généralement, quand on est débutant, on a tendance à un peu trop appréhender le saut, et donc à démarrer le saut trop tôt. On s'élance donc, mais comme on saute trop précipitamment, on tape un bloc invisible qui renferme un champignon vert tombant sur nous et qui nous redonne une vie supplémentaire. Juste après le gouffre, on retrouve des Goombas tombant sur des blocs au-dessus de nous. Et en tapant ces blocs, on apprend encore une fois qu'on peut éliminer les monstres de cette façon. Et si jamais nous avions gardé notre power-up et que nous n'avions pas été touchés, on rencontre même un nouvel objet, la fleur de feu. Après cela, on rencontre encore une fois un gouffre, mais cette fois-ci de 3 blocs de large, nous offrant donc un saut légèrement plus compliqué que le précédent. Ensuite, on va rencontrer un tout nouvel ennemi, le Koopa. On va donc encore une fois sauter sur lui, mais cette fois-ci, il ne sera pas éliminé, mais se transformera en carapace. Et quand on atterrira dessus, elle sera projetée vers l'avant, détruisant donc les 2 Goombas qui arrivaient sur nous, nous montrant une fois de plus une nouvelle façon de tuer les ennemis. Et puis, juste au-dessus de nous, si jamais vous n'aviez pas encore récupéré la fleur de feu, vous pouvez taper les blocs point d'interrogation, ce qui en fera apparaître une. Mario se transformera donc, et en utilisant le deuxième bouton de la manette, le bouton B, on apprend qu'on peut balancer des boules de feu rebondissantes qui vont éliminer les 2 Goombas fonçant sur nous. On se rapproche maintenant de la fin du niveau et on retrouve une structure avec 2 escaliers ainsi qu'un trou au milieu, mais qui est sans danger car des blocs nous empêchent de tomber dans le vide. On saute donc par-dessus et juste derrière on retrouve le même obstacle, un peu plus simple, mais cette fois-ci avec un véritable gouffre au centre, nous faisant perdre si on tombe dedans. Et tout cela, c'est dans le but, encore une fois, de faire apprendre au joueur à gérer son saut et sa vitesse. Et là, ce qu'on vient de voir, le fait d'avoir un obstacle un peu compliqué mais sans danger, puis le même obstacle conçu pour être plus facile mais meurtrier, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les jeux Mario suivants et qui reste encore de nos jours. Et donc voilà, on arrive enfin à la fin du niveau, qui est marqué par un grand escalier suivi d'un drapeau qu'il faut toucher pour compléter le niveau. Et ce grand escalier reviendra dans tous les niveaux suivants, hormis les niveaux contre les boss en fin de monde. Et cet escalier, c'est un peu ce qui va valider le niveau du joueur en lui indiquant qu'il est prêt pour passer à la suite. Car en effet, il va devenir de plus en plus dur au fil des niveaux et introduira même des obstacles et objets qu'on verra dans de futurs niveaux. Comme par exemple ici, c'est la première fois qu'on voit le trampoline et comme il est placé à cet endroit, il nous permet de comprendre son fonctionnement sans danger et on le verra réapparaître un petit peu plus tard. Et voilà, on vient d'apprendre quasiment tout ce qu'on doit savoir pour appréhender correctement le jeu, et ce dans un seul niveau. Et c'est pas fini, car le niveau suivant est un niveau souterrain, et juste avant d'y aller, on a le droit à une petite cinématique montrant Mario rentrant dans un tuyau. Et en voyant ça, le joueur se dit « Mais est-ce que j'aurais pas moyen de rentrer dans les tuyaux, moi aussi ?» Et c'est comme ça qu'il pourra donc tester
essayer de trouver des chemins plus rapides. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais la plupart des niveaux ont été designés avec plusieurs chemins et plusieurs niveaux de difficulté en tête. Par exemple, dans le niveau 4.1, Lakitu nous bombarde de hérissons en permanence. Et on a plusieurs choix pour aller jusqu'au bout de ce niveau. Soit on tue Lakitu, mais c'est assez compliqué. Soit on avance lentement en évitant les hérissons, ou soit on court à fond durant tout le niveau sans jamais s'arrêter, ce qui implique d'avoir des timings de saut assez précis, mais qui rend donc les ennemis envoyés par Lakitu totalement inefficaces, car on est juste trop rapide pour lui. Un autre exemple de cette difficulté adaptative est dans le niveau 2.1, où il est possible de passer par le haut du niveau, ce qui permet aux joueurs d'aller plus vite, tout en n'ayant rien à craindre. Et puis, si jamais il continue de rester en haut jusqu'au bout, il va même découvrir le principe de Warp Zone. En effet, dans Super Mario Bros, il n'y avait pas encore de système de sauvegarde, et donc quand on meurt ou qu'on veut arrêter la partie, on est obligé la prochaine fois de recommencer au tout premier niveau. Et pour contrer ça, Nintendo a créé les Warp Zones, des tuyaux permettant de sauter des niveaux afin de recommencer notre partie plus loin. Par exemple, dans le deuxième niveau, il y a 3 tuyaux nous permettant d'aller soit au monde 2, au monde 3 ou au monde 4. C'est un choix extrêmement intelligent car ça permet de créer une sorte de sauvegarde artificielle dans le jeu. Ce qui a surtout beaucoup impressionné à son époque, c'est la quantité de niveaux qu'il y a dans le jeu. En effet, il en possède 32, contrairement aux autres jeux du même genre, qui eux en possédaient que quelques-uns, avec à peine 5-6 heures de durée de vie en moyenne. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est la diversité des niveaux. Il y a des niveaux aquatiques qui instaurent un gameplay complètement différent, beaucoup plus lent, avec de
les effets sonores du jeu.